Est-ce que c'est possible de sortir de l'hyperphagie? Est-ce que c'est possible de sortir de ces crises où tu dévores tout ce qu'il y a sur ton passage? C'est le sujet du jour. Après en avoir parlé sur mon Instagram et sur mon podcast, j'ai décidé d'y dédier une vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et dealeuse de bien-être. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Ça te permettra d'être tenu au courant de toutes les nouveautés. Dans cette vidéo, je voulais vraiment aborder ce sujet de l'hyperphagie. Effectivement, quand j'en ai parlé déjà sur mon Instagram, j'ai eu énormément de réactions et je ne m'y attendais pas. Pas mal de témoignages, etc. en MP. Et je me suis dit que j'allais en parler sur ma chaîne afin que ça puisse couvrir un plus large spectre. Alors, l'hyperphagie, qu'est-ce que c'est? C'est un des 3 troubles du comportement alimentaire principaux avec l'anorexie et la boulimie. L'hyperphagie, ça se caractérise par des moments que je décrirais comme des crises où comme je disais en introduction, tu dévores un petit peu tout sur ton passage. À l'instar de l'anorexie ou de la boulimie vomitive, il n'y a pas de comportement de compensation, de stratégie compensatoire, c'est-à-dire pas de vomissement, pas de laxatif, pas de faire du sport de manière excessive ou de faire par exemple un jeûne pour, entre guillemets, compenser l'apport calorique qu'on amène dans son corps. Pourquoi j'ai eu envie de parler de ce sujet-là? Tout simplement parce que j'ai connu ce trouble du comportement alimentaire quand j'étais notamment adolescente et j'en ai guéri. Et ce qui caractérise mon parcours, et je pense que peut-être tu vas te reconnaître si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que ce symptôme passe souvent inaperçu. Moi, il n'y a aucun médecin qui m'a mis ce diagnostic. Bon, il faut savoir que j'ai une formation de psychologue, donc j'ai pu faire mon diagnostic beaucoup plus tard, a posteriori. On pouvait, en tout cas le corps médical pouvait supposer que je prenais tout simplement du poids, mais il n'y a pas du tout eu de recherche derrière s'il y avait des troubles du comportement alimentaire. Effectivement, il y avait un apport calorique supérieur à mes besoins, mais néanmoins, il n'y a pas eu de diagnostic parce que je pense que l'hyperphagie, c'est un des troubles du comportement alimentaire le plus honteux. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Peut-être que ce sentiment de honte et aussi de culpabilité, ça te parle parce qu'on a tendance à manger en cachette. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez significatif. Aller manger en cachette, c'est-à-dire quand on est ado et qu'on est chez ses parents, on va se rendre un petit peu en catimini dans la cuisine, dans les placards, prendre ce qu'on trouve, parce qu'en fait, même s'il y a une sorte d'appel pour tout ce qui est sucré, gras, salé, enfin tous ces aliments sur lesquels on met toujours une étiquette un petit peu plaisir, alors qu'en fait toute la nourriture est source de plaisir, pas juste certaines catégories alimentaires ou certains types d'aliments, et donc d'aller piocher dans les placards, d'aller piocher dans le frigo, d'aller soit manger dans sa chambre, soit manger très rapidement, engloutir même dans la cuisine, et surtout dissimuler les preuves. Moi, il y a un nombre incalculable de fois quand j'étais ado où j'allais directement dans la benne à ordures dehors pour mettre les emballages, ou alors dans la poubelle de cuisine, j'allais les mettre en dessous des pelures de légumes, ou vraiment tout est fait en sorte pour que ça ne se voit pas, pour que ça ne se sache pas, parce que on est déjà extrêmement honteux ou honteuse quand on vit une crise, parce que c'est incontrôlable. C'est cette sorte de pulsion, de force interne où presque tu te dis je vais devenir folle ou je vais devenir fou parce que je n'arrive pas à me contrôler, il faut que j'ingurgite. Moi, comme je le disais dans le podcast, j'ai eu 2 épisodes qui m'ont vraiment fait peur. Ça a été 2 moments de crise où j'en suis venue, j'étais tellement mal après avoir mangé, ingurgité tout un tas d'aliments. Parce qu'en fait, j'avais fait une crise et après on avait eu le dîner. Et je me souviens très bien, le dîner c'était pavé de saumon et ratatouille, le tout picard. Vraiment, ça me reste, c'est gravé en mémoire. Et j'avais fait cette crise juste avant le repas, donc j'avais déjà mon bol alimentaire, mon estomac rempli. Et après, j'ai mangé à table et j'ai été tellement mal que je me suis fait vomir. Et là, évidemment, je suis pas fière de ce geste-là. Mais sur le moment, ça m'est apparu comme la seule solution
pour me soulager, pour soulager cette douleur au niveau abdominal, parce que ça débordait en fait. J'avais l'impression d'avoir la nourriture encore coincée dans ma gorge. Donc il y a eu vraiment 2 épisodes comme ça. Et je pensais que ce trouble, je l'aurais toute ma vie. Que ça allait me suivre, que ça me collait à la peau, qu'il n'y avait pas d'autre solution possible. Et en fait, aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, je peux dire que j'en ai guéri. Je suis complètement sortie des troubles du comportement alimentaire. Je ne fais plus de crise d'hyperphagie depuis un nombre incalculable d'années. Alors ça ne veut pas dire que de temps en temps, quand tu es un peu déprimé ou quand tu es frustré, tu n'as pas une alimentation émotionnelle. Donc c'est par exemple aller dans le placard manger quelque chose alors que tu n'as pas faim, mais voilà, il y a eu une contrariété ou quelque chose qui te chiffonne et tu vas utiliser la nourriture comme réponse. Alors c'est quelque chose qui, j'irais au moins à 95% des fois, n'a plus... Enfin voilà, je gère autrement mes émotions, j'ai appris à faire autrement. Mais voilà, ça peut arriver de temps en temps d'aller piocher un carré de chocolat ou un petit truc supplémentaire. Mais la quantité d'aliments ingérés n'a rien à voir avec ce que je faisais il y a 10 ou 15 ans. Donc vraiment, je peux... Voilà, dans cette vidéo, te témoigner que c'est possible de sortir de ça. Alors comment j'en suis sortie? Parce que j'imagine que c'est un petit peu ça qui t'intéresse. Alors déjà, il faut savoir que tout ce qui touche à des troubles, j'ai envie de les appeler psychocorporels, donc qui touchent à la fois le corps mais aussi ton esprit, ton mental, ton émotionnel, sont des troubles qui ont des racines multifactorielles. Et c'est pour ça que la manière dont on traite par exemple l'obésité, avec notamment la chirurgie bariatrique, pour moi elle n'a aucun sens, parce qu'on est juste à aller traiter le symptôme, donc aller en plus couper des bouts d'estomac. Alors je dis pas que pour certains patients ça n'a pas de sens et que ça ne peut pas être un succès, mais dans la manière dont j'accompagne, la manière dont j'appréhende la vie, la psychologie humaine et le bien-être, pour moi on ne peut pas avoir une action sans inclure le corps et l'esprit. Donc c'est pour ça que je dis que ce sont des troubles qui sont multifactoriels. Quelqu'un peut avoir des troubles du comportement alimentaire et il peut y avoir une origine biologique, physiologique, c'est-à-dire peut-être des troubles hormonaux, une maladie héréditaire. Voilà, plein de choses qui pourraient expliquer l'origine d'un trouble ou d'une prise de poids ou alors d'une perte de poids, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, de l'histoire de vie, de l'expérience de vie et notamment des traumatismes. Ça peut être un décès, ça peut être une agression, un inceste, un viol, etc. Enfin vraiment, il y a plein de choses qui peuvent expliquer que des fois tu déclenches un symptôme, un trouble dans ton quotidien parce que c'est ta seule solution pour survivre à un moment donné. Et je pense qu'il faut accueillir vraiment ça avec beaucoup de douceur et de se dire que à ce moment-là, je n'ai pas pu faire différemment et c'est ok. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne parce que je sais pas si toi ça te parle. Alors moi je parle en tant que ex-hyperphage, mais je me dévalorisais énormément, j'avais pas du tout confiance en moi. J'étais entre guillemets la dernière des idiotes, on va dire ça comme ça, poliment. Tout ça vient créer un terreau où du coup tu te dévalorises et tu viens te dire que ouais, foutu pour foutu, de toute façon c'est comme ça et ça changera jamais. Donc voilà, vraiment appréhender ça de manière multifactorielle et aller chercher un petit peu toutes les ramifications dans différents aspects de ta vie, et ce qui suppose d'avoir un accompagnement multifactoriel. Donc sur tous ces aspects de la vie, comme je disais tout à l'heure, c'est indissociable de travailler à la fois sur le corps mais aussi sur le mental. Donc moi, comment j'en suis sortie? Alors effectivement, c'est passé notamment par une perte de poids, mais surtout j'ai fait ami-ami avec la nourriture, parce que des années de restrictions, de pseudo-régime, de non, tu peux pas manger ci, tu peux pas manger ça, etc. Tout ça, ça m'avait mis une image, un référentiel autour de la nourriture qui était extrêmement insécurisant de en fait, la moindre truc que je vais manger, ça va me faire prendre 5 kilos. Je vais regarder une pâtisserie, ça y est, j'ai pris 3 kilos. Non, c'est pas en regardant la pâtisserie que tu prends du poids, mais c'est des choses qu'on se dit parce qu'on a tellement été traumatisé par l'alimentaire, par voilà, tout ce discours autour de l'alimentation, parce que quand tu es en surpoids
ou en obésité ou alors en maigreur, t'as tout le monde qui s'improvise nutritionniste, diététicien, médecin et avec voilà, des conseils et on dit toujours que l'enfer est pavé de bonnes intentions il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Non, je pense qu'il faut être vraiment accompagné par la personne qu'on a choisie, qu'on a décidé, en qui on a confiance. Donc moi, c'est passé notamment, alors je fais pas la promotion du programme, en tout cas ça a marché pour moi, c'est passé par Weight Watchers, mais surtout par le lien que j'ai pu développer avec l'animatrice, etc. Et surtout, moi ce qui m'a plu et ce que je trouve extrêmement important, c'est de comprendre. Comprendre comment l'organisme fonctionne, comprendre ses besoins. Après, j'ai pas trop suivi tout ce qui est de l'ordre des laitages parce que voilà, il y a du lobbying autour du lait. Et dans ce programme-là, il y a toujours cette idée de 2 à 3 laitages par jour. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis de côté. Mais voilà, en fait, j'ai vraiment pioché toutes les informations qui m'ont permis de comprendre et aussi d'être dans cette curiosité envers mon corps. Parce que finalement, en étant dans des troubles hyperphagiques, ton corps, à part quand tu as vraiment dépassé la limite, tu ne l'écoutes pas. Presque, il n'existe pas. T'es des morceaux. Moi, il y avait mon visage que j'avais remarqué, mes bras, à la rigueur mes pieds, mais tout mon tronc, c'était presque inexistant. Je ne me le représentais absolument pas. Finalement, j'avais une image du corps extrêmement morcelée, et ça, c'est assez caractéristique des troubles du comportement alimentaire, et notamment hyperphagique. Et donc ça a été voilà, de me recentrer sur mon corps, de m'autoriser à l'explorer, de le comprendre. Donc ça a été un chemin qui se fait pas en 15 jours, hein, c'est petit à petit. Et en étant femme aussi avec les cycles menstruels, etc., petit à petit, tu comprends un petit peu mieux comment ça fonctionne. Et en fait, c'est jamais linéaire, c'est cyclique. Et puis il y a des moments de vie où tu vas être plus ou moins disponible pour t'occuper de ce dossier-là. Et c'est ok. Donc moi, ça a été vraiment tout un travail d'exploration et d'être aussi accompagnée par les bons professionnels. Et puis à côté, un vrai travail au niveau de l'émotionnel, de mon parcours de vie, de comprendre pourquoi à tel moment j'ai eu recours à ces symptômes-là. Donc ça a été, c'est passé par une psychothérapie. Donc moi-même en tant que psy, j'ai fait un travail sur moi et je continue d'investir sur moi parce que pour moi, pouvoir accompagner les gens de manière qualitative, ça demande aussi de tout le temps me remettre en question, tout le temps être vigilante à mon état et aussi à me nourrir en permanence de choses qui peuvent être inspirantes, de choses qui peuvent aider. Donc en fait c'est toujours un processus en cours et c'est jamais fixe. Et c'est ça qui est assez beau dans la vie, c'est que peu importe ton âge, peu importe où tu en es aujourd'hui, il y a toujours une marge de manœuvre. Et au début, c'est un peu comme le vélo, tu vois, les premiers coups de pédale, ce sont les plus durs, mais après, ça devient de plus en plus facile. C'est vraiment le début qui est compliqué, qui va te demander un engagement, un investissement, mais quand tu sais pourquoi tu le fais, c'est assez magique en fait. Donc ça a été vraiment tout un travail personnel. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de lier l'émotionnel au corps, notamment à travers une activité physique qui, moi, a fait beaucoup de sens, ça a été la danse. La danse et notamment la danse de couple, ça a eu un côté assez révélateur parce que comme je disais, mon corps était très morcelé, je n'avais pas du tout conscience de mon schéma corporel, de mes limites dans l'espace tout simplement. Et le fait d'être dans ce corps à corps entre guillemets, d'avoir l'autre qui te touche mais de manière extrêmement formelle puisque la danse de couple, la danse de salon c'est formel, il y a des règles à respecter. En fait c'est vraiment venu me faire intégrer mon schéma corporel qui se transformait parce que il y a beaucoup de personnes que j'ai pu accompagner ou de femmes dans la vie de tous les jours que je rencontre et avec qui je parle, elles ont pu peut-être perdre du poids ou faire une opération ou transformer peu importe quoi dans leur vie et ne pas s'être vues vivre la transformation, c'est-à-dire qu'elles se voient peut-être toujours grosses ou toujours ceci ou toujours cela. Et en fait, c'est extrêmement important de faire cette connexion au corps et surtout de l'éprouver de manière active, en mouvement, parce que notre corps, il est fait pour bouger, il n'est pas fait pour être sédentaire. Et en plus, la danse, il y avait tout cet aspect de sensualité, de presque d'érotisme qui est venu vraiment connecter et contacter mon énergie de femme, ce féminin sacré dont on parle, qui m'a vraiment permis d'initier une transformation qui a été
assez, j'ai envie de dire waouh, parce que je vais vous mettre là quelques photos d'avant-après. L'après, vous l'avez davantage de manière accessible sur mon site, les réseaux sociaux, etc. Mais l'avant, il y a très peu de photos sur internet, j'ai même très peu de photos en physique parce que je voulais pas en fait laisser de traces, j'étais vraiment flottante, inexistante. Mais je vais me débrouiller pour vous mettre quelques visuels pour vous montrer à quel point c'est une transformation qui est possible et que surtout la guérison elle est possible. Moi, si on m'avait dit il y a 10 ans ou 15 ans tu n'auras plus de crise, je ne l'aurais strictement pas cru. Enfin, pour moi c'était de l'ordre de l'impossible, c'était limite génétique chez moi, alors que non, ça n'est rien de génétique. En fait, des solutions sont possibles, ce sont des choses qui s'accompagnent de manière... Et vraiment, c'est trouver la personne que tu penses être la plus adaptée, la mieux pour toi. Et en fait, on fonctionne des fois par recommandation, etc. Mais toutes les rencontres avec des professionnels, des gens qui accompagnent, c'est d'abord une rencontre humaine. Et il y a des gens avec qui on va se sentir à l'aise et des gens avec qui on ne va pas se sentir à l'aise. Des gens avec qui on a la sensation d'être écouté et compris ou comprise et d'autres pas du tout. Donc il ne faut pas hésiter à tester, et surtout quand tu te sens pas à l'aise avec un professionnel, que ça soit de santé ou que tu as l'impression qu'on te fait une remarque qui peut être, je sais pas, grossophobe ou discriminante, mais en fait c'est ton droit le plus strict de dire quelque chose et de défendre qui tu es. C'est pas parce que tu es dans le besoin d'un accompagnement que tu dois tout accepter, que tu dois te soumettre. En fait, tu es une personne qui souffre de certains troubles, qui a une histoire, et si l'autre en vient à mettre une parole discriminante, à te juger, c'est pas la personne qui doit t'accompagner. Donc vraiment, se sentir légitime, c'est extrêmement important, c'est fondamental, c'est pas parce qu'on souffre qu'on doit tout accepter. Ça, c'est vraiment un message hyper important, et c'est pour ça que le respect dans la manière dont on accompagne les personnes, c'est la clé sur laquelle on ne peut pas, en tout cas moi je ne peux pas négocier. Je respecte la personne en face de moi, et en réciprocité, il faut aussi qu'elle respecte mon cadre de travail, la manière dont je l'accompagne, etc. Donc c'est vraiment créer une bulle de bienveillance, parce que sans ça, la transformation elle n'est pas possible, et le travail d'aller creuser, d'aller enlever les couches n'est pas possible. Donc en résumé, pour sortir de l'hyperphagie, c'est déjà aller à la prise de conscience de tous les domaines de notre vie qui sont touchés par ça, et aussi toutes ces ramifications qu'il peut y avoir dans notre passé, dans notre expérience de vie, dans nos relations, dans aussi notre physiologie, donc c'est-à-dire dans notre corps, et trouver du coup une prise en charge qui est multifactorielle. Et un autre élément, c'est vraiment se poser la question, pourquoi j'ai envie de faire ça ? Pourquoi j'ai envie d'arrêter de souffrir d'hyperphagie et de souffrir tout court? Et quand tu as un pourquoi, c'est ce qui te permet de tenir bon, tu vois, c'est genre la planche sur laquelle Rose dans Titanic, elle s'accroche, même si on sait qu'il y avait 2 places sur cette planche et que Jack aurait pu survivre au naufrage du Titanic. En fait, cette planche, c'est ton pourquoi, et c'est vraiment essentiel. Et ce pourquoi, tu vois, il peut évoluer. Moi, il a évolué aussi dans le temps. Le pourquoi qui m'a fait commencer, il s'est nourri d'autres choses au fur et à mesure du temps. Et ce pourquoi, c'est ce qui me permet d'être apaisée aujourd'hui. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui te parle, c'est de t'interroger pourquoi je veux sortir de ça. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre demain aussi? C'est d'être dans cette projection de ok, là je suis là, mais ça ne veut pas dire que je dois rester là, que je suis condamnée à rester là. Si je m'autorise à penser, voire même à rêver, qu'est-ce que j'imagine? Et de se le noter et d'y aller, et voilà, de tenter l'aventure, et surtout de se donner du temps, parce que ça ne se fait pas comme je disais, en quelques jours. C'est un véritable processus, et l'important c'est vraiment de mettre des graines bien ancrées, bien solides, pour que ça puisse germer et pour que la transformation puisse être durable. Parce que si c'est juste mettre une rustine,
En tout cas moi c'est pas comme ça que j'envisage les choses et c'est pas comme ça que j'accompagne aussi mes clientes. Donc voilà, ça c'était vraiment le témoignage que je voulais vous partager aujourd'hui en toute transparence, vraiment en toute honnêteté. J'espère que ça t'aura été utile. Et n'hésite pas, si tu as envie de témoigner dans les commentaires, le but c'est d'échanger avec de la bienveillance, d'être dans le partage tout simplement. Et si tout ça t'a parlé, n'hésite pas à me contacter, à me rejoindre sur Instagram ou Facebook, il y aura tous les liens dans la box de description. Et si vous avez envie de découvrir un petit peu le programme Fauve, jusqu'au 15 mai, j'offre un e-book découverte. Il suffit de remplir un petit questionnaire sur Google Drive, donc je mettrai le lien. Après le 15 mai, ce sera un e-book qui sera payant sur ma plateforme. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse pour avoir des clés supplémentaires, je vous invite à remplir ce petit questionnaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, profitez de ce long week-end si vous pouvez en profiter. Et je vous dis à très bientôt. Bye!